Où en est-on après 3 semaines de mobilisation? On dirait que ça va mieux. La circulation est fluide. Il n'y a plus de blocage, plus de barrage. Et élus et syndicats ont signé pour un accord de méthode. Mais des questions s'imposent. Comment va le moral des Guadeloupéens avec cette crise sanitaire, sociale, économique? Et quel avenir pour la jeunesse dans ce monde numérique? Et aussi, qu'est-ce qu'on entend par autonomie lorsqu'on parle d'autonomie? Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche. Bon chocolat et café chaud. C'est facile. Il va nous la faire passer. Hein. Monsieur Simon, bonjour. Alors d'abord à vous, Monsieur Mandré, vous êtes toujours très vivant, très dégourdi, c'est très bien ça. Alors bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent, et à vous, chers amis du plateau, bonjour à vous. Raymond Ramaille. Bonjour Monsieur Mandré, bonjour à tous ceux qui nous regardent, ici comme ailleurs, et puis bon dimanche à tous. Bonjour à tous, je m'aperçois, M. Mandré Goussaïe, le café, le chocolat est passé dans les mœurs, ok, donc je prends acte, hein, la Vox Populi, Vox Dei, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ben, d'accord, je me plie, je me plie, et bonjour tout le monde quand même. Bonjour M. Mandré, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Oui. Alors, un petit bonjour à René Bouchon, qui n'est pas avec nous ce matin. Salut à René Bouchon aussi. Et à Nico. À Nico. Enfin, à tous les fans et tous ceux qui participent. Alors, voilà. Je disais, M. Seymour, comment va le moral des Guadeloupéens avec cette crise sanitaire, sociale, économique? Comment sont-ils, les Guadeloupéens? Je ne suis pas le baromètre, hein, je vais lui dire, il n'y a pas eu de statistiques là-dessus, d'enquête là-dessus, mais je crois qu'au regard de ce qui se passe depuis bientôt un mois en Guadeloupe, je crois que ici, surtout dans cette situation de Covid, je crois qu'on peut nous sommes tous d'accord là-dessus, le moral est au plus bas. Le moral est au plus bas, s'agissant de l'immédiateté, c'est-à-dire des tractations qui sont en cours dans le cadre de cette mobilisation, n'est-ce pas? Il est certain qu'il y a des interrogations, me semble-t-il, qui se posent notamment du côté des citoyens, n'est-ce pas, qui ne sont pas directement impliqués dans la négociation. Parce que la négociation, vous savez, actuellement, il n'y a pas de négociation, nous sommes dans une phase embryonnaire, n'est-ce pas? Et que les élus, si le collectif se sont rencontrés, on a amorcé une phase embryonnaire, que je dis la phase de l'accord de méthode, n'est-ce pas? Mais il y a des zones d'ombre, il faut lever ces incertitudes, des interrogations. Il y a la position de l'État. Donc toute ce côté sombre un peu de la rencontre fait que, et le contexte aussi du moment fait que le moral actuellement des citoyens, des Guadeloupéens, je crois que le moral est très bas. Le moral est bas aussi parce qu'il n'y a pas de visibilité, sur ce qui est fondamental, sur l'économie. Il n'y a pas de visibilité aussi sur le social, parce qu'il y a ceux qui pleurent qui manifestent de manière très claire leurs préoccupations quant à leurs acquis. Il y a ça aussi, il y a ça. Et puis, il y a ceux aussi qui sont, je dirais,
dans la mobilisation aussi, qui interpellait, véritablement interpellé le gouvernement, l'État sur des préoccupations qui sont les leurs, sectorielles, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons dire très sincèrement qu'il y a un climat social, un contexte moral qui est marqué par une certaine morosité. Voilà, c'est ce que je puis dire, et je crois que dans l'évolution du débat, nous allons pouvoir échanger là-dessus. Malgré cette période de Noël, M. Ramaille. Oui, je préfère penser à Noël. Parce que je crois que tous les Guadeloupéens, l'année dernière, ils n'ont pas fêté. Donc, je pense que les Guadeloupéens sont profondément religieux. Et donc, ils ont plutôt la tête à la Noël. Cependant, nous sommes sortis d'une période particulièrement difficile en Guadeloupe, avec les barrages qu'on a connus, les mouvements sociaux que nous avons connus, et qui s'est soldé par un protocole de... Comment on appelle ça? Protocole autour de la méthode. Une méthode de travail. Il a fallu quand même, nous sommes sur la 4e semaine, et 4 semaines pour trouver une méthode pour pouvoir traiter les différents problèmes qui se posent en Guadeloupe. J'ai retenu aussi dans cette proposition de méthode, j'ai entendu des leaders syndicaux dire qu'on a proposé une très belle méthode et que même la Martinique a copié sur notre méthode. Alors que, bon, jusqu'ici, la méthode, soi-disant très belle méthode, jusqu'ici, il a fallu quand même 4 semaines pour arriver à une acceptation des deux parties pour tomber d'accord sur la méthode soi-disant qui était copiée par la Martinique. Dans cette affaire-là, nous sommes arrivés à une phase de négociation, parce que c'est une bonne chose d'y arriver là. Et nous attendons un peu la suite. Ce matin, j'ai quand même retenu que les élus ont signé un accord de méthode, certes, mais n'approuvent pas tout ce qui était écrit dans l'accord. Ça ne veut pas dire le fait d'accepter un accord de méthode, ça ne veut pas dire non plus qu'on accepte des deux parties, qu'on accepte tout. Et donc là, on va voir qu'est-ce qui va sortir. Pour ma part, depuis le début, mon avis, c'est que la montagne va accoucher d'une souris. Donc, on va laisser apparaître. Je prends la suite de réponse. Si accepter, c'est pas accepter, à quoi sert de discuter? Et c'est le fond du problème, hein, et je te rejoins. En fait, pour moi, le problème, c'est quoi? Après une éruption alors épidermique, cutanée, socio-économique, tout ce que tu veux, dont on n'a pas compris tellement le... Si, on a le sens, hein. Enfin, qui est arrivé comme ça après la énième. On est maintenant dans une sorte de paix armée, de paix bizarre, de paix machin, qui est tout aussi vague et diffuse que les éléments même de la dynamique sociale avant. Je crois que nous sommes dans une grande, depuis 10 ans, nous sommes dans une grande période d'indistinction, de cafouillage systématique, et de non-décision surtout, et quel que soit l'État, le peuple, les syndicats et tout. Et donc à partir de là, ça bourgeonne de temps en temps, ça pète, tout le monde sait que ça va péter, il y a une régularité là-dedans, ça s'arrête, ça se couvre, tout le monde sait que ça va se couvrir, on ne sait même pas ni pourquoi avant, ni pourquoi après, puis c'est tout. Hein? Ce n'est pas plus explicable sur le fond que ça ne le sera dans le débat sur la méthode, que tu viens d'énoncer tout à l'heure, Raymond, parce que il y a effectivement, alors, par rapport à ce que disait Jean, juste une petite opposition, il y a une grosse visibilité. On sait que le diagnostic, on l'a toujours dit, ça fait longtemps qu'il est fait, tout le monde est capable de le faire, et il est bien instrumenté, il est bien fait, etc. Donc il n'y a pas de problème sur le diagnostic, donc il n'y a pas de problème sur la visibilité. Par contre, effectivement, il y a un énorme problème sur la lisibilité. Ça veut dire comment résoudre ça. Et c'est le problème de lisibilité et donc de méthode. Et la méthode, c'est toujours pareil dans ce type de débat. C'est important le discours sur la méthode parce que dans le cas présent en Guadeloupe, dans l'histoire récente, les 15 dernières années, on s'aperçoit, et là je rejoins ce que n'a pas dit Raymond, mais il va me retrouver, le discours sur la méthode, c'est le discours sur la fuite en avant. Ça veut dire qu'on va trouver une côte mal taillée ou n'importe quoi pour se mettre d'accord
sur quelque chose qui va... Et ben, on va pas se tomber d'accord. Bon, on est épuisé, on en a marre, donc on va sortir d'une manière ou d'une autre, avec un protocole peut-être de fin de ceci, de fin de cela. Comment sortir vers le haut, non, il n'y aura pas de sortir vers le haut. Mais il y a jamais de sortie. On est la même situation qu'en 2009, la même situation qu'en ceci, qu'en cela. Il n'y a pas de sortie vers le haut. Et on va essayer de comprendre tout à l'heure pourquoi. Parce que personne n'a envie de le faire, il n'y a pas d'accord. Alors il y a un discours sous la forme, bien sûr, la méthode. Mais vous avez vu un peu le temps que ça va prendre, ça mobilise, c'est quoi? C'est pire que le 14-18. Ça a mobilisé un état-major pendant 6 mois, 8 mois, avec les différentes commissions, les différentes ceci, les différentes ceci. Donc c'est une fuite en avant, c'est ce qu'on appelle une fuite en avant. Donc je crois que c'est avant tout la reconnaissance d'une impuissance. Et d'une impuissance sur le fond, et d'une impuissance liée à des limitations propres à chacun, mais propres aussi au système sur lesquels on ne veut pas réfléchir. Et moi, je pense que, je ne sais pas qu'il y a pas longtemps, mais parce qu'on va revenir là-dessus, mais qu'il y a 4 conditions préalables pour que quelque chose puisse avancer et qu'on puisse se dégager, comme vous dites, vers le haut. Premièrement, l'État, je dis premièrement l'État, doit pouvoir traiter les situations en toute sérénité et hors de tout schéma de repentance ou de culpabilité quelconque en Guadeloupe. L'État, c'est un État de droit, il doit affirmer le droit, et après c'est tout. Or, la responsabilité de l'ordre public, on a vu ce que ça donnait, hein, avec les brancards qui traversaient les machins, gens, je ne sais pas s'il y a eu des morts ou pas de morts, mais enfin c'est tout à fait scandaleux dans un État, dans un pays où la démocratie, l'ordre, la sécurité publique doit être assurée. Or ça, c'est la mission régalienne de l'État, ça n'a pas été assuré. La première chose. Deuxième chose, des politiques locales, il faut qu'ils affirment leur représentativité en compétences. Et donc maintenant, le problème, c'est quelles sont les nouvelles compétences que doivent avoir les élus locaux. Parce que ce n'est pas les compétences traditionnelles des groupes affinitaires, des groupes de Welele, etc. Il y a quand même maintenant de vraies compétences pour gérer les affaires guadeloupéennes, et des compétences importantes. Maintenant, je ne sais pas, un mec qui sort de n'importe où, petit conseiller, machin, il n'a pas la capacité à arriver à ce niveau-là. Donc, il y a un vrai problème au niveau des syndicats, des élus locaux qui doivent monter en compétences. Troisièmement, au niveau des syndicats, il faut qu'ils soient clairs par rapport à la violence, surtout quand la violence, principalement, est appliquée contre leur propre peuple. Parce que c'était ça. Ce n'était pas la violence appliquée contre l'État, contre ceci, contre cela. L'État s'en foutait littéralement. On aurait pu crever tous à la gueule ouverte. Personne n'aurait rien dit. Donc il y a une question qu'il faudra poser aux syndicats. Et puis le quatrième élément de cette lisibilité, de cette sortie vers le haut, mais c'est le peuple. Attends, moi je suis désolé, mais le peuple a été étrangement silencieux. Il a été brimé, il a été contrarié, il a été indigné, manque de respect, manque de liberté, sa sécurité, tout, mais il m'a dit rien. Pourquoi? Au motif que ce sont quoi? Des Antillais? Que ça va binariser noir contre blanc, ou etc. Alors qu'on connaît la représentativité, c'est un peu comme l'élection en Kanaki et compagnie. Alors il faut savoir ce que voulait aussi ce peuple guadeloupéen. Il faut qu'il sache ce qu'il veut, il faut aussi qu'il sache ce peuple-là, jusqu'où il est prêt à aller, quel prix il est prêt à payer, et qu'on ne reste pas dans cette espèce d'hypocrisie. La preuve, le modèle même de l'hypocrisie, c'est que votre fameuse autonomie, on vous la donne. Mais par définition, l'autonomie, on la prend. Donc, il faut arrêter. Coller le moral des Guadeloupéens. Écoutez, je suis en train de réfléchir à ce que Raphaël disait, mais alors, pour répondre à votre question, le moral des Guadeloupéens, je reprendrai. S'il s'agit de me demander, est-ce qu'il a fallu cette énième crise, pour me parler du moral des Guadeloupéens, qui, à mon sens, est en berne, je vous dirais non. Ce n'est pas cette crise qui fait que le moral des Guadeloupéens est en berne. Ça fait un moment que le moral des Guadeloupéens est en berne. Il n'y a qu'à voir la crise sanitaire dans laquelle nous sommes, d'une part. D'autre part, nous sommes un peuple résilient. On assume, nous avons su, et on fait avec, bon gré, mal gré, et on arrive à trouver notre chemin de Damas. On s'en sort, mine de rien, parce qu'on vit. Maintenant, est-ce que, à l'occasion de cette crise, justement, on peut se poser un certain nombre de questions? Oui. La première question, c'est que, toute de go, hein, cette question, c'est de se demander, est-ce que ce qui se passe en Guadeloupe, lorsqu'un peuple, peut-être contrairement à ce que tu dis, et je suis désolé de te porter un peu la contradiction dessus, mais on est là pour débattre, est-ce qu'un peuple qui se sent, puisque
les Guadeloupéens concernés dans cette crise là-dessus, surtout dans le cadre du point 1, qui est concernant l'obligation du pass sanitaire, avec son corollaire, qui est l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé. Est-ce que cette situation, qui met des Guadeloupéens en situation de suspension de rémunération, est-ce que cette situation, de point de vue moral, ne nous choque pas? Oui, elle nous choque, Guadeloupéens. Je sens que le peuple réagit quand même. Il réagit à ça, à ce fait-là. Parce que, je rappelle, et ça on l'oublie, que ces professionnels de santé aujourd'hui inquiétés, en tout cas suspendus sur la rémunération de leur traitement, ce sont les fantassins de la première heure aux côtés de leurs mêmes collègues vaccinés. Donc, les Guadeloupéens se sont entendus, en tout cas ces professionnels de santé. Ils ont été justement applaudis, ils ont été méritants pour le gouvernement aujourd'hui, qui divise cette catégorie socio-professionnelle, qui clive la société française, guadeloupéenne singulièrement. Donc, à mon sens, les Guadeloupéens ont une solidarité, peut-être personnelle, physique, engagée, mais morale sur cela. On ne peut pas mettre un père, une mère de famille à la rue, sous couvert parce qu'il refuse de se faire vacciner. Et on nous a expliqué toute une série de raisons, oui, il faut que ça là-dessus. L'essentiel, c'est qu'on en soit arrivé là. On suspend la rémunération à quelques heures de Noël, ce moment de grande respiration de la société autour d'un événement, qu'on partage ou pas. Mais bref, la société revit à ce moment, même économiquement parlant. Donc, on peut se poser des questions sur cela. Et c'est là mon vrai débat. Je suis surpris, un peu désagréablement, de voir que c'est une intersyndicale, ce sont des syndicats qui interpellent nos élus sur des problématiques fondamentales qui relèvent de leurs compétences pour une grande partie. Et on ne peut que se poser pour une nouvelle fois, pour une énième fois, et on a eu l'occasion de le faire ici sur votre plateau, M. Mandré, c'est justement, et c'est une question que tu poses, Raphaël, c'est la responsabilisation de nos élus. Écoutez, moi ce que je vais voter, au nom du principe démocratique de la représentation, je vais voter pour des hommes, des femmes, qui me demandent leur suffrage autour d'un programme, d'un bilan, d'une idée. Et je leur donne quitus pour me représenter et pour parler de mes maux, de mes problèmes, de mes difficultés. Là, en Guadeloupe, c'est l'inverse. J'ai donné indirectement mandat à un syndicat de parler en mon nom et d'interpeller mes élus que j'ai choisis, que j'ai désignés, démocratiquement parlant, pour venir sur une table de négociation et discuter de mes problèmes. Et je suis très embarrassé par ce process-là. Je suis très embêté par ce process-là. Parce que ça discrédite la représentation démocratique guadeloupéenne. Ça pose trop de questions. Et ça nous déresponsabilise. Qui fait que le ministre se croit autorisé à nous dire en creux que voilà, mais puisque vous ne comprenez pas que la Guadeloupe c'est la République, eh bien je suis prêt à lâcher encore davantage. C'est assez ubuesque. Alors que, quand on regarde l'histoire de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, où le nom l'a emporté, mais dans des conditions assez particulières, qui, autre parenthèse, c'est un beau pied de nez fait à ce ministre, qui nous dit, nous, Guadeloupéens, je peux vous donner l'autonomie, sauf qu'en Nouvelle-Calédonie, ils n'en veulent pas de cette autonomie. Le gouvernement a été aux affaires pour éviter que le oui l'emporte. Mais, concrètement, M. Mandré, cette représentation démocratique guadeloupéenne, pour laquelle nous votons là-dessus, doit être questionnée sur les problèmes, puisque les problèmes qui seront discutés sur la plateforme de revendication à travers cet accord de méthode, ce sont des problèmes profondément guadeloupéens que nous connaissons depuis nani-nana et qui ne sont toujours pas résolus. Et une crise telle que celle de la crise sanitaire fait revenir au débat ce que nous avons entendu en 2009 et bien avant. Donc, la représentation guadeloupéenne est en mal-être. Il y a un vrai problème de responsabilité. Et je ne suis pas surpris qu'un gouvernement tel que celui-là veuille aller vite. Et je suis très embêté par ça. C'est ce qui m'embête, c'est ce qui fait que mon moral est en berne. Mes élus, c'est très inquiétant pour ce territoire-là. Donc la question, M. Mandré, que vous allez poser après sur nous, plus de responsabilité, plus de renforcement de nos paramètres d'autonomie,
on peut encore se questionner sur véritablement notre capacité à être majeur sur cette question-là, en tout cas en termes de réponse. Alors, accord de méthode, monsieur Seymour. Donc, les compétences pour nos élus, d'accord, mais il y a compétences de l'État. Et c'est à quoi que, comment dirais-je, l'intersyndicale revendique en ce moment, c'est l'abrogation de la loi sur l'obligation vaccinale des soignants. Là, on le sait. On le sait, je crois dire, c'est... Est-ce l'échec, on peut penser déjà? C'est une inouïe, et peut-être le possible au regard de ce qu'on entend, et aussi nous sommes dans le droit commun. C'est sûr que cela pose problème. Si on se cantonne à ça, j'ai peur effectivement que l'on reste dans l'immobilisme, que les partis n'arrivent pas à s'entendre. Il y a des lignes rouges qui sont fixées, je crois qu'il y en a 2, je pense. La question de la dépénalisation de ceux qui auraient commis des violences. Et il y a aussi la question de la déjudiciarisation, ne pas les relaxer véritablement. Et aussi la question de la loi concernant l'obligation vaccinale. En quelque sorte, ça, il y a des divergences, ma foi, entre l'État et le collectif. Et on verra ce qui en sortira. Mais je voulais aussi revenir aussi à ça, à la question de la responsabilité des élus. Ce qu'on appelle surtout, c'est une bonne chose. Il y a des domaines où, effectivement, il faut lâcher du lest. Il faut que ici, nous ayons sur certains points pour pouvoir d'agir, d'engager des politiques publiques. Dans quel domaine, non moi, je pense que, personnellement, on le dit sur le domaine économique. Bon, j'ai entendu le président aussi Chalus dire, même dans certains domaines, même si c'est une priorité de l'État, bon, la question de santé, il le dit, le président Chalus, par exemple. Il y a nombreux sont ceux de nos élus qui sont dans des collectivités majeures, qui sont bien là, qui disent que dans des domaines qu'ils ont cités, il faut lâcher du lest, n'est-ce pas? Ils le disent. Hein. Alors, mais ce que je veux, sur ce terrain-là, moi, je dis qu'il y a des politiques publiques qui sont menées depuis tantôt. Il y a le domaine de l'État, il y a le domaine aussi de nos collectivités. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a un certain nombre de difficultés, il y a des contraintes, on le sait. Il y a des difficultés qui se posent pour justement mener à bien des politiques, surtout quand il y a des zones de chevauchement entre l'État et nos collectivités. Mais il nous appartient aussi, et c'est là que nous devons démontrer notre capacité à optimiser les politiques publiques sous contrainte. Même s'il y a des contraintes, il faudrait que nous puissions les optimiser, c'est-à-dire tirer le plus de jus possible de ces politiques publiques-là, les optimiser, c'est cela. Et là, on est sans doute très loin de cette réalité. Donc, d'abord, la première phase, il s'en aurait dû déjà la franchir, c'est-à-dire, franchir cette phase-là, c'est-à-dire celle de l'optimisation des politiques publiques en dépit des contraintes qu'il y a. C'est là qu'on aurait pu dégager notre capacité à faire aller de l'avant. Mais si nous obtenons plus de pouvoir, on le sait, alors que nous ne sommes pas à même d'optimiser ce que nous avons actuellement, il se pose un problème. C'est ça la question. Chacun a la manière de voir. Moi, je suis très attaché à ce principe. On retrouve aussi dans les questions économiques l'optimisation sous contrainte. Ça, il faut le faire. Nous allons revenir. Nous arrivons à notre première pause chocolat, café chaud. Et oui. Alors, M. Simon, nos élus ont-ils été humiliés? Si oui, par qui? Bon, je crois que je laisserai quand même aux autres le soin de répondre là-dessus, cette question extrêmement sensible, sur cette question très sensible. Mais je ressens quand même, à l'heure où nous sommes dans la question mobilisation et puis négociation, il y a quelque part, enfin, ce que j'appelle un vent d'humiliation. Je le ressens comme ça. De quel côté? Bon, maintenant, il y a deux partis qui se sont rencontrés. L'État ne s'est pas encore prononcé. On va voir. En fonction de la réponse de l'État, on pourrait mieux se prononcer sur sa position
en matière, est-ce qu'il humilie ou pas. Mais ce que je ressens, c'est que, dans ce que je vois à la télé, puisque je ne suis pas dans les salles, je vois que quand même, il y a dans les échanges, il manque un peu de retenue. Je le dis comme ça. Moi, je vois nos élus qu'on a critiqués, qu'on a salis, qu'on a véritablement, comme on dit, dénibés. Croyez-vous, nos élus. Et on voit très bien que, eh bien, dans les propos, je vois tenus, moi j'ai vu surtout, je le dis, des syndicalistes, je ne peux en parler, des propos, je crois qu'il faut tempérer les propos. Il faut tempérer également le verbe, et les partis doivent se respecter mutuellement. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, pour soit dans le cadre d'une médiation, ou du moins d'une négociation, eh bien, il faut vous regarder. Alors, bon, je ne sais pas, vous direz peut-être que nous sommes tous de l'école française. Mais il y a une manière de se regarder, de se parler, d'échanger. Je suis créole, moi. Voilà. Même une manière, nous sommes de l'école française, nous aussi créoles. Mais nous, vous savez, quand on a les fibres de chez nous, les fibres, comme on dit, vernaculaires, on a une manière à nous de parler à l'autre. Mais ça, c'est extrêmement important dans la négociation. Et j'ai entendu des élus dire qu'ils se sentaient menacés, ils se sentaient insultés. Vous savez, quand vous entendez des fois, après une négociation, dans une phase initiale, on s'est rencontrés, vous entendez des trucs, bon, nous crier, même si c'est le créole, on nous sait, il est verbal. Nous crier c'est, mais c'est. Vous savez, chez l'électorat, ça passe mal. Pas chez le citoyen qui peut-être approuve le truc, mais ça passe quelque part mal. Vous savez, je ne m'attaque pas vraiment à notre langue vernaculaire qui a sa richesse. Mais personnellement, quand j'entends ça, je dis, oh là là, mais quand même, il faut quand même tempérer les propos, tempérer le verbe, tempérer aussi avoir le sens du respect mutuel de l'autre, des deux parties. Et c'est ce qui me conduit à dire que quelque part, il y a un vent d'humiliation là-dedans. Alors, on va voir le comportement de l'État. Si l'État observe tout, ce sera indiscutablement double humiliation des élus. Je rappelle qu'ils sont élus. Ils représentent le peuple. Et c'est la population qui regarde ces élus dans ces négociations. Si les élus sont humiliés, c'est le peuple qui est humilié. C'est ainsi que ce sont les électeurs. Donc, c'est une question extrêmement sensible. Je vous laisse la parole, chers amis, et on va pouvoir échanger là-dessus. Oui, effectivement, je crois qu'il y a un vent d'humiliation, comme dit Jean, dans cette affaire-là. Et c'est vrai que les élus ont été, depuis quelques années, pas seulement en Guadeloupe, déconsidérés, disant qu'ils ne font pas leur job, ils sont là pour le pouvoir, pour l'argent, pour tout, mais ils ont oublié le job. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans un système, dans une république, il y a des lois, il y a des règles. Ce sont les élus qui sont en charge des destinées du pays, que ce soit la France ou la Guadeloupe. Aujourd'hui, dans le contexte de ce qui se passe en Guadeloupe, pour moi, ce sont les élus qui se débrouillent, qui se donnent les moyens, qui développent leur QI, je ne sais trop comment, mais qui se débrouillent pour pouvoir régler les problèmes qui se posent en Guadeloupe. Ce ne sont pas aux syndicats, ce ne sont pas les syndicats qui doivent décider du tempo à donner sur la politique à mener en Guadeloupe. Or, aujourd'hui, on voit que ce sont les syndicats qui ont le pouvoir. Et nos élus, moi je le dis, je l'ai dit la semaine dernière, nos élus ont baissé la culotte au premier venu. On dirait que tout de suite, ils ont baissé la culotte. Ah, mais c'est pas normal. C'est pas parce qu'il y a un vent qui est dans la rue. Il doit avoir une certaine autorité pour faire face à la dictature de la rue. C'est pas la rue qui va poser son dictat. Et les élus, et c'est là que je dis que Michou Chevry, c'était une femme de poigne. C'était le seul politicien couillu avec un Guadeloupe, c'était Michou Chevry. Aujourd'hui, un petit vent de panique dans la rue, et puis on baisse la culotte. C'est pas comme ça. Et lorsque je vois la manière dont la région, le conseil régional a été renouvelé, dans un cadre, je dirais, français. On a l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Je félicite les Calédoniens qui ont choisi de rester français. T'en profites. Et donc, nous n'avons pas le droit,
au vu de la manière qu'il y a eu une razzia en faveur de Henri Chalus, que je salue. Il faut savoir. Hein. Oui, mais je sais. Et je sais très exactement. Je sais. Mais que les gens, le razzia qui a été fait, en faveur de Chalus, c'était pas peu razzia des dépendantistes, des Guadeloupéens. Ouais. Et je ne comprends pas, et là je l'ai dit la semaine dernière, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas recevoir le ministre. Qui va solutionner le problème, ce n'est pas le ministre. Les syndicats, alors. Mais c'est ça. Les élus qui aujourd'hui ne se sont pas montrés à la hauteur. Et que j'appuie, quel que soit le mot, j'appuie les élus. Ce sont les élus qui doivent régler le problème avec l'État. Ouais. Mais je dirais un petit peu plus loin. C'est répétitif, ce qu'on vit en Guadeloupe. Ça fait au moins 30 ans, si ce n'est 40, on a les mêmes choses qui reviennent comme ça. Tout le temps, tous les 5 ans, tous les 10 ans, toutes les années, on a des blocages, la Guadeloupe est bloquée, les Guadeloupéens sont merdés par quelques personnes, les syndicats bloquent la Guadeloupe, les élus tatillonnent par-ci par-là, et ça n'avance pas. Mais pourquoi ? Mais c'est les gens qui vont bloquer les autres Guadeloupéens, emmerder les autres Guadeloupéens. Les autres Guadeloupéens n'approuvent pas ce genre de méthode, le dictat de la rue. Mais plusieurs années comme ça que ça dure, mais vous ne voyez pas que la méthode ne marche pas alors. Il faut changer de logiciel, je parle des syndicats, mais les élus aussi, hein, mais je parle aussi des syndicats. Il faut changer de logiciel. Vous emmerdez la Guadeloupe et ça ne marche pas. Changer de logiciel, il faut trouver un autre système. Il faut penser à autre chose. Ça ne marche pas, on casse la Guadeloupe, on boule la Guadeloupe. Les Guadeloupéens contre les Guadeloupéens. C'est le préfet que vous emmerdez alors, lorsque vous foutez le feu dans la maison de quelqu'un. C'est Macron que vous emmerdez alors. Quand le petit Guadeloupéen ne peut pas se faire soigner, ne peut pas aller à l'école, ne peut pas aller travailler, qu'est-ce que Macron a à voir de ça? Qu'est-ce que le préfet a à voir de ça? Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça et trouver un autre système. Et je vais plus loin, et je termine là aussi. Pourquoi il n'y a pas de solution? C'est répétitif, depuis non, et pas seulement en Guadeloupe, partout, que ce soit en France continentale ou en France outre-mer, ou dans les autres pays, en Amérique, en Chine, au Brésil ou ailleurs, ce sont les mêmes problèmes. Et vous savez pourquoi on n'aura pas de solution plus que ça, même si c'est mauvais? Il y a certainement des solutions à trouver, c'est parce que personne ne peut faire mieux, ni les syndicats, ni les élus de Guadeloupe ou de France. J'ai fini. Amen. Non, mais quelle chaleur. Alors, sur la rue, je vais revenir sur la notion de rue. Attends, parce que là on définit un espace, une espèce de rhizome qui n'est pas si évident que ça. Je précise, c'est pas la rue qui est montée contre les gens ou cabaret, quoi que ce soit, pour préciser ce que tu disais. C'est ce qu'on appelle à l'intérieur de la rue la zone. Des zonards, je ne sais pas lesquels. Et les élus ont été les détenus de cette zone qui a pris la rue comme espace, comme échiquier, hein, où les acteurs sociaux allaient se confronter. Mais la rue en Guadeloupe, l'opinion, le machin, elle est silencieuse, elle dit rien. Mais quand elle est barrée, bien sûr elle est barrée, mais elle est barrée par des gens de la zone. Hein, donc c'est une petite nuance. Mais c'est important parce que faut pas croire que derrière tout ce qui s'est passé, je te rejoins, c'est soutenu. Il y avait consensus ou quoi que ce soit, il n'y avait rien. Il y avait une bande. Et moi, la dernière fois, j'ai parlé idéologico-mafieuse, qui était bien organisée, et vous savez tous comme moi que pour faire avancer quelque chose, vaut mieux une minorité bien organisée qu'un consensus, qu'un peuple ou quoi que ce soit, ça n'arrive pas. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, Jean, tu m'intéresses sur le discours de l'humiliation. Parce que quand tu as dit ça, ça me paraissait tellement évident que ça m'a interpellé. Donc, quand ça m'interpelle, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, ça cogne ma tête quelque part, et quand ça cogne ma tête, ça fout le secours mes neurones. C'est pas un discours d'humiliation. Les élus ne sont pas humiliés, le peuple, la Guadeloupe. Attends, c'est pas un discours d'humiliation, mais c'est le discours d'un jeu social qui est perverti. C'est différent. Ça, c'est plus fort. Qui est pervers. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a, dans l'ordre des débats ou du développement, c'est un petit peu comme ça, il y a une culture politique du respect, du faire ensemble, où ça jurie tranquillement en français, en bon français, on prend des bons trucs, et quand on confronte cette culture politique à des éléments de la culture politique guadeloupéenne, microcosme, là on s'aperçoit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes mondes. Mais c'est de la culture, c'est un jeu social et c'est un jeu pervers. Les gens savent très bien pourquoi. Et pourquoi c'est pervers? Et je reviens à mon ami Édouard tout à l'heure.
c'est par rapport au schéma de solidarité et donc d'affinitaire. La solidarité en Guadeloupe, elle existe sur l'affect. Tout le monde sait moins qui dit ça. Elle existe sous l'idéologie rampante, alors je ne sais pas laquelle, mais l'idéologie, on voit à peu près ce qu'on veut dire. Et elle existe aussi sur une symbolique de connivence, que personne n'est capable de décrire, mais c'est une symbolique de connivence. Et là, ça crée un groupe d'alliés, ça crée un groupe d'affinitaires, les gens qui sont d'accord, qui sont sur ça, mais ça crée avant tout un espace de connivence. Et dans cet espace de connivence, tout le monde d'accord, tout le monde c'est moun. Tout le monde c'est non. Sauf que le développement d'un pays et que la politique, c'est tout sauf une connivence. C'est un espace de partage, de marché, de jeu à intérêt, machin, etc. Que dans cet espace-là, y a nous, dans cet espace de connivence, mais rien ne s'est construit en Guadeloupe depuis la départementalisation. Depuis qu'on est censé définir une connivence, un consensus sur un schéma de développement, sur un vivre ensemble, sur des choses à part, bon, bien sûr, le carnaval, Dombré, même les fêtes communales n'existent plus. À part ça, il n'y a pas de schéma de connivence. Donc, il y a quelque chose de très très fort qu'il faut qu'on arrive à poser et à discuter entre nous, et qui est de l'ordre du cheminement identitaire dans sa globalité. Entre quelque chose qui porte ce qu'on appelle des schémas axiologiques, donc nous-mêmes, etc., et quelque chose qui apporte un schéma de rationalité, y compris de rationalité économique et de rationalité sociale. Et entre les deux, on n'a pas de passerelle, on n'arrive pas à trouver, et c'est là le discours sur la méthode, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour construire quoi que ce soit ensemble. Donc on est ensemble, mais chacun regarde dans des visions séparées. Et c'est pour ça que l'État dit, mettez-vous d'accord. Mais oui, mais l'État a beau jeu, quel que soit le jeu qui va se faire, l'État est gagnant. Il s'en fout. Bon, sauf que dans le cas présent, c'est ce que je disais, quand l'ordre public, que la santé des gens, qui est quand même un domaine de l'État, comme l'armée, des machins comme ça, est engagé, là, je sais que Edouard ne sera pas trop d'accord avec mon côté péremptoire dans ce domaine-là, à l'État de prendre ses responsabilités, c'est lui qui est là, garantissez-moi mon ordre public. Sinon, ça veut dire quoi? Attends, je vais aller très loin, parce qu'on en discutait hier soir avec des amis. J'amène mon enfant, j'amène ma femme, j'amène ma maîtresse, j'amène ma concubine, enfin le truc de tout le monde. Je l'amène à l'hôpital. Et je suis barré. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Moi, je sais ce que je fais. Hein. Le Kalachnikov qui a disparu, il est chez moi. Je redescends sur le barrage, je fous tout le monde à terre. Et je vais tomber aussi. Hein. Mais là, tout le monde va comprendre. Quand il y a une faillite par rapport à quelque chose qui est de l'ordre essentiel, dans un consensus sociétal, ça veut dire que c'est le chaos, c'est la horde à chacun de faire son droit. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Que chacun prenne son truc? Faut pas déconner. Faut quand même qu'ils mettent, comme dirait ma mère, faut mettre de l'ordre dans ça. Et à partir de cet ordre, qu'on peut contester aussi démocratiquement, on discute, on échange. C'est pour ça que le discours de la méthode, méthode de quoi? Si le cadre n'est pas défini, comment vous allez définir la méthode? Et là, ce qui va être dangereux, c'est ce que je disais ailleurs, c'est que les Japonais disaient au moment de la démarche qualité, la forme est la condition d'accès au fond. Mais comme nous sommes tellement formalistes et procéduriers, on ne va jamais arriver au fond. On n'a jamais au fond. Mais on est d'accord. Alors, Edouard, y a-t-il eu humiliation des élus? Oui, vous savez, moi je crois qu'avec ce que je viens d'entendre, qu'il y a une situation à rappeler, qui me semble un préalable dessus sur ça. Depuis 2009, il y avait une certaine accalmie en Guadeloupe, une certaine dynamique de travail. Moi, je crois que notre territoire a besoin d'espoir économique. C'est d'abord le préalable, là encore, dessus. C'est cet espoir économique que je ne vois pas. Mais en même temps, là où je reste dubitatif, perplexe, c'est que devant la posture de ce gouvernement, M. Mondrian, qui est une posture et une attitude insupportables, devant un comportement des élus, pour certains, pas tous. Il y en a quand même qui ont un peu de courage, qui ont du courage. Cette aphasie de certains de ces élus, ou voire même peut-être ce besoin d'être dans la logique de ce gouvernement là-dessus, il y a une situation là aussi insupportable. La honte ou l'humiliation,
elle n'est pas tant de leur côté, mais elle est la conséquence de leur attitude sur nous, Guadeloupéens. C'est nous qui sommes quelque part humiliés. Parce que de un, ça a été dit tout à l'heure, et je l'ai dit là-dessus, c'est que je ne pense pas avoir donné mandat, lorsque je vais voter, à un syndicat de me représenter. Je me questionne sur ce process-là, ou en tout cas sur ce processus-là dessus. Mais tant mieux qu'il y ait des Guadeloupéens qui réfléchissent, qu'ils prennent la forme des syndicats, qu'ils prennent la forme de militants, qu'ils prennent la forme, quelle que soit associative, il y a des Guadeloupéens qui se questionnent. Vous savez, un peu comme à la France Fanon, oh, mon corps fait de moi un homme qui toujours interroge. Nous sommes dans l'interrogation parce qu'il y a une situation qui ne fonctionne pas en Guadeloupe. Ou si cet espoir économique que j'appelle de mes voeux et qu'il est normal et intéressant d'avoir ici, fonctionne à minima, c'est surtout parce que certaines réglementations ne nous empêchent, en fait quoi, nous empêchent de pouvoir mieux vivre la Guadeloupe. Un exemple très simple. J'ai entendu Raymond faire un inventaire, en tout cas fustiger certains de nos compatriotes qui, et probablement il a raison sur cela. Mais moi je rappelle une chose, et qui m'inquiète là aussi, c'est que la Guadeloupe a bénéficié de dérogations en matière justement d'utilisation de la chlordécone. Ça n'a ému aucune autorité gouvernementale. Ni locale. Si, quelque part, certains élus ont été conscients de cela, nous, Guadeloupéens, entre nous-mêmes, nous ne nous sommes pas posé plus de questions que cela dessus. Nous avons bénéficié d'un certain contingentement sur la quantité de sucre dans certains produits laitiers qui sont attentatoires à l'intégrité de notre santé. Et il y avait une loi précise dessus. Ça n'a ému personne au gouvernement. Et encore moins ici. Nous avons bénéficié de pas mal d'adaptations de la loi, eu égard à nos circonstances, mais qui ont favorisé des grandes puissances d'argent. Ça n'émeut personne. Si ce n'est quelques Guadeloupéens encore, qui ont peur de parler ou qui parlent là-dessus. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il faut bien comprendre une situation dans laquelle nous sommes. C'est qu'on ne peut plus exister dans un territoire qui se dit celui de la République avec un fonctionnement de pays africains. Il ne faut pas que ce gouvernement, ou en tout cas que la République, agisse ici comme si elle agissait en tant qu'ONG. C'est soit on dit que la Guadeloupe c'est la France, et dans ce cas, donnez-moi l'égalité, fichez-moi la paix. Soit on dit que la Guadeloupe, c'est la France, mais attendez, avec quelques adaptations là-dessus. Je prends toujours, mais dans ce cas, adaptons. Vous avez, je me répète, un système de santé qui est plus bas que terre. Vous avez des Guadeloupéens qui sont des professionnels de santé dont on a besoin pour travailler dessus. Vous les mettez en situation de ne plus pouvoir exercer leur activité professionnelle, alors que la situation questionne et commande qu'ils soient présents. Ça m'émeut, moi, en tant que Guadeloupéen. Ça m'interpelle, moi, en tant que Guadeloupéen. Et un gouvernement qui nous dit, circuler, il n'y a rien à voir, il faut savoir ce qu'on veut. La Guadeloupe bénéficie de réglementation en termes de bananes, elle bénéficie d'adaptation de lois lorsque ça arrange un tel ou une telle, et on veut me faire croire, ici, cette loi n'est pas adaptable. On peut adapter cette loi. Pour tout simplement, au nom d'une cohésion sociale, au nom d'un intérêt sanitaire premier, et bien évidemment, au nom d'un équilibre. Ce territoire a des particularités. S'il est la France, il a des particularités. C'est facile de dire que les Guadeloupéens cassent. C'est facile de dire que les Guadeloupéens font des choses qui ne vont pas. Il y a des Guadeloupéens qui réussissent, il y a des Guadeloupéens qui travaillent, mais qui ont besoin aussi d'un cadre économique et juridique qui leur permette de bien travailler. Comment pouvez-vous faire qu'un jeune Guadeloupéen crée une entreprise et qui, s'il veut s'approvisionner à l'extérieur, il ne peut pas à cause de contrats d'exclusivité, M. Mandré. Il n'a quoi? Il n'a que des miettes. Il ne vit que de miettes, que de ce que les puissances d'argent ou économiques qui ont déjà capté cette économie de comptoir. Pas oublier que la Guadeloupe, c'est une économie de comptoir. Nous ne vivons que de ce qui rentre dessus. L'espoir économique, il est où? Il est politique, localement, et il est surtout au niveau de l'État. Mais l'État nous demande quoi? Je vous dis, la question de l'autonomie ne me dérange pas en soi. Maintenant, c'est le leadership politique. C'est le problème, justement, de l'émergence, de l'éminence grise politique ici. C'est ce qui questionne. M. Espéronel a déjà répondu pour l'accord de méthode. Mais pour vous, qu'est-ce que ça donnera, l'accord de méthode? Vous savez, je vous ai dit, j'ai beau peut-être m'habiller en bleu, mais je ne suis pas gardé des affaires. Non, mais attendez, s'il faut rester dans les faits, et les faits sont têtus, 2009,
Ouais. qui est un bel exemple, c'est des problématiques récurrentes. Vie chère, situation de la jeunesse, chômage endémique, pression démographique et un espoir économique. Et mal développement. Mal développement, sous-développement, espoir économique qui ne survit pas. C'est des problèmes prégnants dessus. Je crois que quelque part, ces discussions sont nécessaires, mais oh mon Dieu, États généraux des Antilles, livre bleu outre-mer, tout est déjà dit, bien monsieur sûr. Mondon. Tout est déjà écrit, tout est déjà dit. Il nous reste qu'une seule chose, c'est de se demander est-ce que l'identité législative est toujours de mise encore aujourd'hui. C'est tout. Nous avons des exemples. Nous avons des exemples. Est-ce que l'identité législative, est-ce que la départementalisation dont on est arrivé à son bout, est-ce que ce modèle-là est encore viable pour la Guadeloupe? Monsieur, Alors, je monsieur, l'accord de méthode, qu'est-ce que ça Non, mais donnera pas sûr, je ne vais pas trop m'éterniser sur cet aspect-là. Bon. Non, mais votre avis, quand même. Moi, je crois que déjà, bon, l'accord de méthode, il n'y a pas d'accord, hein, parce qu'on entend... Il n'y a pas d'accord. Non, il y a un accord, il y a un accord, il y a un accord sur la Mais méthode. vous avez entendu la réaction des élus qui ont dit qu'ils ont signé, mais... ben voyez-vous, donc il n'y a pas d'accord fondamental. Non, mais en tout cas, il y a un accord de méthode signé. Il y a le papier qui est sorti. Et les discussions commencent mardi. Oui, mais il y a encore, mais toujours est-il que les élus ne sont pas d'accord sur ceux qu'ils ont signés, apparemment. Donc, on ne sait pas, on va voir lundi ce que ça va donner. Mardi, pardon. Comment les choses vont évoluer. Je crois qu'après cette phase de mardi, on pourra se prononcer, je dirais, dans les meilleures conditions. je rappelle, juste en interactivité avec toi, que la première question majeure, en dehors des problématiques récurrentes sociales, sociétales de la Guadeloupe, c'est d'abord justement la loi du 5 août 2021 sur l'obligation vaccinale. Ils vont discuter ça mardi, non? C'est pas à leur niveau. Je rappelle, arriver, je n'ai pas faut pas dit qu'ils vont arriver. discuter de ça mardi, Arriver. mais cela fait partie de la plateforme de revendication et c'est le vrai problème. Je répète, Oui, exactement. je répète que le reste de la discussion, Oui. c'est des discussions qui sont normales, qu'on peut discuter à Mais l'échelle locale. je connais la réponse des élus sur ce Mais je ne point. la connais pas là-dessus. Là, ce que Moi, je je sais, connais. c'est que de toute manière, c'est la vraie problématique. C'est ces Guadeloupéens aujourd'hui qui ne sont Oui. plus rémunérés. C'est cette question-là Attends. qui est pour moi qui est prégnante. Ce qui est que très je connais, importante. là, on n'a pas à douter là-dessus. Et nous sommes suffisamment des personnes éclairées pour pouvoir se prononcer dès maintenant sur la réponse des élus. Ce sont des hommes intelligents. Ils diront, en tout cas, que ça relève de l'État. Alors ils vont donner mission à nos parlementaires d'interpeller l'État dans les questions gouvernementales. Ils ne pourront rien dire d'autre. Mais c'est ce qui est prévu. Mais c'est ce qu'ils vont dire. C'est ce qui est prévu. Mais on ne va pas les élus qui vont aborder la question de loi. Et ça va pas etc. changer. Mais attendez, non, c'est pas eux. mais monsieur Ils sont André, choisis. attendez, j'ai un souci de D'accord, compréhension. oui. Les élus, dans les élus, il y a les élus locaux, il y a les élus de la représentation nationale, Oui, les députés oui, sénateurs. bien sûr. C'est à eux-mêmes, Ils vont s'accorder sur ça. sous couvert, mais je pense qu'ils vont s'accorder dessus. Je Oui, rappelle encore ça, une c'est fois, clair, ils vont s'accorder. rien n'est impossible pour adapter une loi. Bon, eh bien, c'est le Parlement qui va voir ça, mais je crois qu'il faut... Mais du formuler moment de- que le consensus de guadeloupéen, manière- il oui. existe sur l'adaptation de la loi par rapport à cette situation-là, Oui. moi je crois que quelque part, on peut trouver un Nous, cheminement. ça, nous allons voir ça, mais je crois que Comme on nos dit- parlementaires auront mission d'interroger le gouvernement sur cela. Mais ce n'est pas les élus de proximité, eux, ils vont formaliser cela comme ça, mais ils ne vont pas pouvoir... C'est un ensemble, changer hein, quoi il n'y a que pas ce des soit. élus Bien sûr, à part. Bon, la première, Alors, je attends, termine. attends, Je dis tout simplement dire qu'il faut pas qu'on s'éloigne trop des attentes des Guadeloupéens. Ce dont les Guadeloupéens ont besoin, la Guadeloupe, c'est que les gens vivent bien, tranquillement, sereinement, qu'il y ait du travail. Comment voulez-vous penser un instant, M. Mandré, qu'il y aura le mieux-être, il y aura le bien-être ici, s'il n'y a pas de travail? Il faut que les gens travaillent. Maintenant, l'État s'est mis dans le job. L'État, bon, on a réuni pour la question de la jeunesse. L'État a pris ça en marche en mai, apparemment. Avec le préfet, ils vont réunir les différentes parties de la jeunesse pour pouvoir trouver les voies et moyens mais dans le cadre de la politique publique locale, il faut aussi qu'on mette ça au cœur même de la chose. Si les jeunes n'ont pas de travail, les entreprises ne fonctionnent pas, ben, ce n'est pas l'État qui va créer. Ce qu'on fait là maintenant, on va injecter de l'argent pour pouvoir, je dirais, occuper la jeunesse dans des emplois, les petits emplois aidés là. Et même on va affecter des jeunes auprès des entreprises, on va les encadrer. C'est du dumping social que vous allez faire. Avec ça, vous n'allez pas loin. Vous allez faire ça 5 ans, 6 ans après. Le problème que vous vivez maintenant, ça va rebondir. Il faut donner d'abord l'amour de la création. Il faut qu'on puisse, que les jeunes qui arrivent aient envie de créer en Guadeloupe. Et il faut ouvrir les vannes pour qu'ils puissent créer.
C'est ça. Et aussi les entreprises qui existent actuellement, ce sont notamment des petites entreprises. Il faut donner les moyens à ces entreprises-là qui sont... Oui, mais quelle forme Alors ça, c'est l'objet. Mais trouver les voies et moyens. En tout cas, je vais vous dire une chose. On n'avance pas avec Je ça, vais les vous dire voies une et chose. Il y a moyens. une question, je termine là-dessus. Je vais vous dire une chose. Regardez bien. Essayez de voir les entreprises ici, on peut les cibler. Quand on parle de génération d'entreprises, il y a des entreprises qui se portent bien ici, qui vivent sous plusieurs générations. Mais il y a des entreprises qui vivent sur une génération. C'est-à-dire ceux qui ont créé, on ne les voit plus après, je dirais, 50 ou 60, ça disparaît. Et j'ai des exemples d'entreprises ici qu'on critique. Je ne suis pas là pour applaudir Gadaoukan. Mais le père Gadaoukan, qui était Emile Gadaoukan, il n'est pas né comme ça. Hein. Le père, dans les années 70, quand on a parlé de lui, quand on a fermé l'usine Gaudel, c'était quelqu'un qui, je crois, l'usine Baba Gaudel, d'Anchette. C'était quelqu'un qui avait son truc, qui transportait de la canne. Eh bien, là, il s'est trouvé une opportunité, il a acheté des maisons, il a acheté de la terre. Mais il est venu à l'époque de 70 chez mon père. Mon père avait sa menuiserie à moule, mais je me vois gosse là, je vois le père Gardacon qui sort de sa camionnette, me dit, bon c'est bon, mais acheté un pécase là, on y porte à faire, bon moi ceci c'est là, mon père va avec lui, bon ok, paye comme ça. Je me rappelle de ça. Et maintenant, regardez, il n'est plus là. Ce sont ses fils qui ont, regardez le groupe Gardacon. Il y a Épicentre aussi pour en parler, des petites entreprises qui se sont développées. Il y a beaucoup de... Et ça, il y a aussi, je parle l'économie minière, les hommes qui font les distilleries. Ça se transmet de génération à génération. Il faut, quelque part, je dis, transmettre ce goût de créer, ce goût d'aller, de moderniser, d'aller de l'avant. Et je vais vous dire une chose, M. Mandry. Il y a une chose que je n'oublierai jamais ça. J'ai appris ça pas en Guadeloupe, mais quand j'ai eu cette opportunité, comme on dit, d'aller en vente avec d'aller en France. Il y a ce qu'on a créé, la cité de la réussite. C'était des chefs d'entreprise qui venaient vous dire comment ils sont actuellement Renault, comment ils sont actuellement, je ne sais pas, Michelin. Alors ça, nos jeunesses maintenant ne savent pas ça. Ils croient qu'on critique tous ceux qui ont réussi. Mais ceux qui ont réussi, c'est parce que beaucoup, ils ont fait des investissements capital humain, ils se sont engagés, ils ont eu des coups durs, et maintenant, ils rayonnent parce qu'ils ont investi dans le travail. Il ne faut pas critiquer comme ça ceux qui ont réussi. Parce que, écoutez, on va sombrer dans l'immobilisme. La Guadeloupe a besoin d'entreprises qui avancent, il faut aider les petites entreprises, mais il faut créer l'émulation de la jeunesse pour qu'ils aient envie de créer. Bien, monsieur Seymour, vous savez, quand vous parlez comme ça, oui. J'ai l'impression que nous avons un problème au niveau de la création d'entreprises. Non, parce que vous avez cité, vous n'avez pas dit. Oui, vous avez parlé de Gadaoukan, vous avez parlé des premiers. Je vous parle. Oui, je vous mais ai parlé. faut, Oui, je vous parle des entreprises. Oui. Moi, écoutez, je vais vous dire, monsieur Mandé. Vous savez, moi je suis dans les... Je suis dans les 65. Mais il y a des entreprises, que j'ai créées. J'ai vu des entreprises qui ont connu des problèmes et qui sont maintenant, ont des difficultés, mais avancent. Je répondrai tout à l'heure, mais je laisse la parole à Raymond. Mais juste un truc, il y a pas... C'est intéressant ce que tu dis. Hein, mais je pense à Raymond que je connais en tant que chef d'entreprise, et c'est pour ça que je prends la parole juste avant lui, mais je lui laisse. Il n'y a pas de problème dans la création d'entreprises en Guadeloupe. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de créations. Par contre, il y a un problème dans le développement. Une fois que tu as créé, c'est bien gentil, et j'en parlerai tout à l'heure, comment tu fais pour la développer? Et là, il y a une problématique culturelle. Culturelle Et politique aussi. Politique, on va parler tout à l'heure. Mais surtout réglementaire. Et qui tourne autour des règlements. Il y a la contrainte réglementaire. Exactement. Jean a pris un exemple. Exactement. Mais culturel, c'est intéressant. On verra les deux. Culturel aussi. Alors, Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de sujets à traiter. Oui, c'est intéressant. Bon, alors, je répondrai déjà par rapport à la source du problème que nous avons vécu, qui était le problème de la vaccination, de l'obligation vaccinale pour les soignants, pour le corps médical. On n'a jamais parlé d'obligation vaccinale pour la population. Et c'est comme ça qu'on a fait, certains ont fait passer la chose, et ça a marché. Et on connaît le résultat. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ceux qui vont perdre le salaire, hein, parce qu'il y en a presque plus. Je m'attarderai sur ceux qui sont en poste et qui soignent les Guadeloupéens. Ils sont à plus de 90%. C'est un peu méchant, ça. Je vais m'expliquer. Et c'est pas méchant lorsque je ne peux pas aller à l'hôpital me soigner. Lorsque j'emmène une femme enceinte à l'hôpital, c'est pas gênant, ça. C'est pas gênant de ne pas pouvoir aller faire dialyser par rapport à ces gens-là. C'est pas gênant de ne pas pouvoir rentrer dans l'hôpital d'État
Non, mais c'est faux. C'est pas gênant, ça. Non, mais on y il faut arrêter avec ces conneries-là. Il faut arrêter avec les conneries. Il faut arrêter avec les conneries. J'ai besoin de me soigner. Il y a 90% qui travaillent. Il faut d'abord parler de ces 90%. Et là, je dirais que je penserai d'abord à ceux, que ce soit les pompiers, que ce soit les soignants, qui sont en majorité au service des Guadeloupéens. Ce sont les mêmes qui t'ont soigné. C'est ceux-là que je supporte. C'est de ceux-là que je vais parler. Moi, je supporte tout le monde, il y a 90% des soignants qui sont vaccinés aujourd'hui. Donc le problème de la vaccination, pour ceux qui vont perdre leur emploi, ils seront traités parce que l'État a pris des mesures. On ne va pas lâcher les gens comme ça. Hein. Il y a des mesures qui seront prises. Et c'est déjà bien gentil. Je trouve que c'est déjà bien gentil. Alors, parlons de ceux des 90% avant de parler des 10%. Donc, un gros coup de chapeau à cela. Et concernant le traitement de ce qui va se passer maintenant avec l'accord, protocole d'accord ou de méthode, on appelle ça comme on veut. L'État a déjà fait 80% du boulot pour libérer les élus. C'était de débloquer les routes. C'est son rôle. C'est son rôle. Imaginons que les routes étaient bloquées. Dans quelle situation se seraient trouvés nos élus? La Guadeloupe serait à genoux. On aurait eu la débandade de Guadeloupe, des viols, des raquettes, des blocages, des morts par manque de soins, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Et heureusement qu'il y a l'État français. C'est comme en Haïti. Heureusement qu'il y a eu l'État français pour rétablir la circulation, pour rétablir la démocratie dans le pays et le droit de se déplacer. S'il n'y avait pas la France, ce serait dans quelle situation? S'il n'y avait pas quoi la France? Si on n'avait pas la France, dans quelle situation qu'on serait? On serait comme en Haïti. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'être comme en Haïti. Ça ne m'intéresse pas d'être comme en Haïti. Quand tu dis que si on n'avait pas la France, je termine aussi parce que je ne vais pas mon tu formules mal ta phrase. Si on n'avait pas la France. Et donc, allez, tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Je t'écoute. Tu peux me laisser parler. Je t'écoute. On est là pour débattre. Mais laisse-moi parler. Je t'écoute. Parlez. Non, je suis là pour débattre. On est là pour débattre. Et moi, je t'interromps. Tu m'interromps sans arrêt. Mais c'est mal élevé, ça. C'est mal élevé. J'ai l'aisance de la politesse de t'interpeller. On va cadrer. J'ai l'aisance de la politesse de Alors, pas la parole. t'interpeller. Vas-y. J'ai l'aisance de la politesse de t'interpeller. J'ai l'aisance de la politesse de t'interpeller. Et je t'interpelle dans toute ta activité. Collé en nous regardant. Mais tout le monde nous regarde, mais j'ai l'aisance de t'interpeller. Merci. Comme on a toujours fait. Ça montre bien la chaleur des... Absolument. Je peux terminer, si tu me permets. Rapidement, parce que là, on passe au débat. Je serais tenté de parler d'abord avec ceux qui ont investi dans la Guadeloupe. Et ceux qui cassent et ceux qui défendent ce genre de propos, ils n'ont jamais investi un rond en Guadeloupe. Ils ne savent pas ce que c'est qu'investir, de s'engager pour faire développer son pays. Merci. Et moi, je sais ce que c'est. D'accord. Merci, justement. Non, pas tout de suite. Oui. Parce qu'on parle d'investissement. Oui, c'est ça. Mais j'allais y Non, aller. mon pays, on va parler. Oui, bon, c'est Alors, nous sommes majoritaires dans le pays, hein, quand même. Et Seymour parlait d'une certaine manière, qui disait que il y a des entreprises qui restent florissantes, enfin, pendant 50 ans. Oui. Mais on a l'impression que nous, culturellement, nous n'avons pas... ces fibres-là. Oui, voilà, pour pouvoir créer des entreprises. Pérennes. Nous avons, hein, il y en a quand même, Général Bricolage. Oui, il y a Général Bricolage. Il y en a quand même, il y en a. Il y a des entreprises qui réussissent ici, hein, bien sûr. Mais il faut le dire que, au point de vue, comme je dirais, on n'investisse pas véritablement, nous. Hein, alors, on a l'impression qu'on attend toujours sur l'autre. L'État. Bien sûr. Oui, alors, on va essayer d'aborder ça. Alors, quand vous dites qu'on est majoritaire ici, on est majoritaire en nombre, c'est tout. Hein. Oui. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Hein. Quand on va poser les problèmes en termes économiques, tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent, on n'est pas majoritaire. C'est ça. En tant que possesseur d'argent, possesseur de pouvoir, possesseur d'influence, etc. Alors, je vais repartir sur quelque chose de très important que disait, une fois de plus, que disait Édouard, mais la réaction de Raymond m'intéresse aussi, hein, parce que on est vraiment... Il y a deux dynamiques. Hein. C'est un problème économique, hein, au-delà de... Le problème est économique. Et donc, comment se régule l'économie? Versus Édouard, il parle... Quel est le cadre économique de la Guadeloupe? La Guadeloupe est un pays insulaire, prédéterminé, par ses richesses, par sa population, par ses frontières, etc. etc. C'est ça notre réalité.
Et dans cette réalité-là, s'il n'y a pas de régulation politique par rapport au marché, par rapport aux inéquités, par rapport aux influences, on est mort. C'est le cas actuellement. On n'est pas mort, mais c'est le cas actuellement. D'accord? Parce qu'il faut que la régulation politique pose un cadre qui permette à la redistribution, à la création, de se faire en toute équité. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a une la régulation, elle se passe au niveau de l'Europe, au niveau de la France et bien sûr aussi au niveau local. Vous allez dans n'importe quel pays anglais ou indépendant de la Caraïbe, il y a des choses qu'on appelle negative list, il y a des produits qui ne rentrent pas parce qu'ils les font eux-mêmes et donc il faut consommer ce que vous faites avant d'aller prendre ailleurs. N'importe quel pays de la Caraïbe, et le CARICOM est plus ancien que l'Europe. Donc c'est important. Donc il y a un cadre global, donc un mésocadre global qui fait que la loi du marché tue tout ce qui se passe ici, puisqu'on n'est pas concurrentiel. À l'intérieur de cette loi du marché, il y a des privilèges de classe, de rente, de situation, on en a depuis longtemps, qui ont capté des économies de rente et qui font que, de toute façon, l'individu local ne peut pas s'en sortir. C'est difficile de sortir. Maintenant, je reviens à ce que disait quand même M. Jean, parce que c'est très important. Malgré tout, la Guadeloupe crée, et il y a énormément de gens qui créent, qui fécondent, qui ensemencent ce pays-là. Et je pense qu'au niveau des entreprises individuelles, des choses comme ça, on est majoritaire, y compris même supérieur à la France. Et là, il y a un problème. Et c'est sur ça qu'on travaille depuis un bon bout de temps. Tant qu'on est au stade de la création, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses. Sauf que quand même, cette création, elle est souvent dépendante de subventions, même dans la tête des gens. Dans la tête des gens. Ils ne se disent pas qu'ils vont créer pour faire de l'argent. Et donc, il faut restaurer la valeur de l'argent et du mérite, y compris du mérite financier. Un jeu votant, etc. Et toute cette dynamique claire, sur laquelle il ne doit pas avoir d'argent. On a une certaine culpabilité par rapport à l'argent, et on aime bien accuser les gens de leur apparence. Je ne parle pas de la voiture qu'on achète, des choses comme ça. Bon, mais donc il y a ce problème par rapport à l'argent. Et puis il y a le problème du développement propre, et ça c'est un truc, je ne vais pas dire spécifique, mais en fait, dans la mesure où je m'y intéresse en Guadeloupe plus qu'ailleurs, c'est un truc qui me pose problème. Tant qu'on est dans une entreprise familiale, individuelle, ça peut marcher. Il y en a qui sont florissantes au plan de l'individu. Oui. Deuxième degré, on va passer à l'entreprise familiale. Il y a déjà un premier problème. Le gars va embaucher sa fille, le gars va embaucher son fils, il va embaucher sa femme, tout le monde travaille ensemble, mais il n'a pas qu'à payer yo. Ou il les paye au lance-pierre. Il y a déjà un petit problème. Mais ça peut tenir, il y a des entreprises familiales qui, sur des schémas axiologiques, affinitaires et tout, sanguins, tout ça fonctionne. Tant mieux. Mais vous comprenez bien qu'une entreprise familiale, c'est relativement limité dans sa puissance. Donc on passe à un autre niveau. Et une entreprise artisanale. Et là, c'est bam déjà. Là, il y a une première rupture. Il y a une première rupture parce que qui dit entreprise artisanale, ben, il faut mettre en place un minimum de règles, il faut mettre en place un minimum de fonctionnement, d'organisation, et ils sont à cocagne. Donc le gars ne veut pas faire ça. Et là, il est déjà bloqué. Et quand bien même il aurait le marché, il aurait le profit, il aurait tout. Il y a un problème parce que dans sa tête, le déclic ne se fait pas. À plus forte raison, quand on va passer de l'entreprise artisanale pour arriver à la TPE, à très petite entreprise, et etc., là, le schéma, il n'arrive pas à rentrer en vitesse. Il ne rentre pas en vitesse et lui-même s'auto-limite, s'auto-censure et se suicide, finalement, parce qu'il n'arrive pas à passer dans le monde des grands, des moyens des grands. Je ne sais pas. Et c'est pour ça que je parlais de toi, Raymond, tout à l'heure, parce que je connais ta entreprise, je connais ton envergure en tant que chef d'entreprise, je sais aussi par où tu as passé, bon bref, Jean, etc., etc. Ben, on a un problème de dimensionnement. On ne sait pas adapter les costards qu'il faut au moment où il faut. Et c'est pareil dans ce débat de méthode et compagnie, s'il y a du n'importe quoi, n'importe qui dit n'importe quoi, on ne respecte pas la forme, et donc on n'arrive pas au fond. Et sachant que, comme dirait aussi l'autre, la forme est la surface du fond. Donc on n'arrive pas à se développer. Et il y a c'est pas une il y a une auto-régulation vers le bas, nivellement vers le bas qui se fait. Je vois Jean secoue la tête, je te tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça. Et on peut trouver des exemples si on est en profondeur. Non, ça, on est déjà intervenu sur des gens, mais à la limite, je disais au chef d'entreprise à un moment donné, écoutez, restez chez vous, dites combien vous voulez. Je veux 10 000 euros par mois, le montant de 10 000 euros et on va gérer ton entreprise pour toi. L'idée est géniale, le process est génial, tout est génial, sauf le chef d'entreprise qui n'est pas à la dimension. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. C'est exact. On a beaucoup comme ça. Alors, Monsieur Collet,
pour les jeunes. Comment voyez-vous l'avenir des jeunes dans ce monde-là, ce monde... Je suis mal placé pour parler de la jeunesse, je ne suis pas leur porte-parole, mais en tout cas, donner une vision. Oui, mais pour la jeunesse, non. Pourquoi pas? Juste une vision. Pourquoi pas? Mais j'y vais, pourquoi pas? Mais la première des choses que je dirais, c'est très intéressant, hein, puisque vous me donnez la parole sous l'homme de la jeunesse, sachant que la jeunesse, pour moi, c'est un état d'esprit. Hein, donc, on peut être jeune. La preuve, regardez Raymond, je le regarde dans les yeux, c'est un jeune, là-dessus. Et je dirais à Raymond, je le regarde dans les yeux, que la sagesse de son âge n'empêche pas la célérité du mien. Hein, nous sommes en interactivité. Nous sommes en interactivité. Et je sais comment, donc, sur ces questions, il y a un parti pris. Mais Raymond, j'ai envie de te dire une chose. La Guadeloupe est trop divisée pour la cliver davantage. Je te répondrai sur cela en te disant que les Guadeloupéens aujourd'hui qui sont suspendus, ce sont les premiers fantassins qui étaient aux côtés de ceux aujourd'hui qui travaillent. Donc ces Guadeloupéens-là, ça pour moi, ils ne sont pas entièrement à part, ils sont justement dans une situation entière. Et je ne veux pas que nous puissions, comme le fait ce gouvernement, diviser les Guadeloupéens puisque nous le sommes déjà. C'est inadmissible. C'est ce que je voulais te dire, Raymond. Et donc en ce sens, on ne peut pas être d'accord. Mais on ne peut pas ne pas justement s'accorder sur justement l'unité guadeloupéenne. Et je te regarde, le jeune Guadeloupéen que je suis, regarde où ça. C'est ça qui est important dessus. Parce que toi, en tant que chef d'entreprise, tu as besoin de cette unité-là, ça, pour que ton entreprise fonctionne. Moi, j'ai besoin de cette unité, de cette cohésion de mon territoire dessus. Eh bien, c'est ce que je vous répondrai, M. Mandré. La cohésion de ce territoire. Les Guadeloupéens, nous sommes la preuve. La jeunesse guadeloupéenne ne revient plus ici, M. Mandré. Le jeune Guadeloupéen préfère rester en métropole. Et ce n'est pas forcément dans les entreprises guadeloupéennes qu'on les retrouve quand ils reviennent ici. Parce que le plus souvent, ils se préparent pour entrer quoi, à la région? Fonctionnaire? Ouais, la fonctionnaire. Hein? Parce que leurs parents leur diront une chose qui est sincère, qui est honnête. Qui est honnête et sincère. Cherche ta sécurité, ta garantie. Dans une situation où l'espoir économique ne survit plus. Il y a 2 chefs d'entreprise ici en Cadiosa, et c'est une vérité. La Guadeloupe est une pépinière de création d'entreprise, c'est vrai. Mais combien arrivent à dépasser le cap fatidique des 3 années d'exercice là-dessus? Tu as pris un exemple, Jean. Tu as parlé d'une grande famille guadeloupéenne dans le BTP. Oui. Mais je crois que tu as oublié de dire une chose, que le contexte socio-juridico-économique, aujourd'hui, questionne la pérennité de l'entreprise. Quand vous avez des marchés publics, notamment celui de l'aéroport, qui a fait couler superment d'encre, vous avez des entreprises métropolitaines, parce que c'est des marchés internationaux, en tout cas des marchés européens ou nationaux, qui interviennent là-dessus, vous avez des grosses entreprises qui arrivent avec leurs structures ici. Alors que nous avons une ingénierie... Pour faire un coup. Hein, d'une part, pour faire un coup et s'en aller. Alors que nous avons une ingénierie, une méthode de travail ici là-dessus sur ça. Les préférences locales sur les marchés publics sont questionnées dans notre situation archipélagique. Comment voulez-vous qu'une entreprise puisse exister ou rayonner au-delà de la Guadeloupe, M. Montré? C'est très raide, c'est très difficile. Donc il y a un cadre juridique qu'il faut redéfinir. Il y a une situation d'échange avec la Caraïbe que nous n'avons quasiment pas dessus, qu'il faille retrouver. Et cela questionne justement le cadre juridique dans lequel nous sommes. Et on ne peut plus parler d'essor économique, de développement économique. C'est tant mieux s'il y a des entreprises Raymond Jean qui réussissent en Guadeloupe, et j'en suis fier là-dessus. Mais combien ferment en dehors des situations de crise là-dessus? Parce que le principe de l'entreprise, c'est le principe de la réalité. Parce qu'un business plan aujourd'hui, il n'est plus valable demain. Il suffit que la soufrière tressaute et que quelque part toute la situation économique est revue en jeu. Donc il y a une situation de précarisation, de très précarisation, qui est questionnée tous les jours. Donc l'exploit économique, il est nécessaire pour parler justement de développement en dehors de l'aspect purement économique, mais sociétal et social, pour retrouver le lien. Et le gradient de Guadeloupéanité, le Guadeloupéen que je suis, l'appel de ses voeux. Mais M. Mandré, j'ai les poings et mains liés. Mais, donc il y a des situations, je clôt mon débat en disant qu'il y a des situations qui appellent un renforcement justement d'une certaine interdépendance, ou voire même dépendance sur notre façon de penser la Guadeloupe de demain. Donc je suis d'accord qu'on ouvre un débat sur la façon de penser la Guadeloupe, soit dans une spécialité législative, ou soit dans un continuum temps qui ne nous amènera pas à grand-chose, question de l'identité dans lequel nous sommes. Mais je postule que nous puissions évoluer. Nous avons besoin d'évoluer. Mais à 2 nuances près, tout à fait d'accord avec toi. Je ne retire aucun mot de ce que tu as dit. À 2 nuances près. La première nuance, c'est que l'économie dans laquelle les jeunes sont maintenant n'est pas celle de des parents.
Bah, je soutiens, j'accompagne des coachs, je coach des entreprises où les gens sont dans des nouvelles méthodologies. Bon, on en parlait digital, numérique et compagnie. Hein, ils ne sont pas attachés à la terre, ils sont attachés à des prestations intellectuelles. Et ils gagnent des marchés, y compris nationaux. Hein, j'ai un petit gars là qui a gagné un marché en France à partir d'ici. Parce que le monde, la configuration du monde dans laquelle ces jeunes-là doivent évoluer, doit changer dans leur tête. Et on n'est plus dans la canne, la banane, les machins comme ça, sinon tu n'as rien compris. La première chose. La deuxième chose qui est intéressante, qu'on disait, c'était par rapport à la cohésion. Il n'y aura jamais de cohésion en Guadeloupe tant qu'il n'y aura pas de cohérence. Parce que la cohésion est suspendue à la cohérence. La cohérence, c'est le rapport à l'externe. Et c'est tout ce que tu disais sur les cadres réglementaires, le cadre juridique, le cadre de protection, le cadre et tout. Centralisation, décentralisation, déconcentration et compagnie. Il faut que ça soit cohérent. Et à partir de cette cohérence-là, donc les éléments du contenant, par contre, on peut développer du contenu et renforcer la cohésion. C'est pas le contraire. Et je veux vous dire, c'est mon obligation. Moi, j'ai comme beaucoup cet exemple d'avoir mis la tête un peu partout. Pour vivre, je connais ça. Je peux vous dire, je vous le dis, je suis quelqu'un, pour survivre. Hein. Je ne suis pas resté comme ça, je suis quelqu'un, je vais vous dire une chose, M. Mondry. Quand je suis parti en 86-87, il était difficile pour moi de m'inscrire à Paris. Parce que vous ne venez pas comme ça, vous inscrivez comme ça, il fallait que vous partiez avec ce qu'on appelle des missionnaires chargés d'études supérieures, il fallait qu'ils partent avec vous. On ne vous acceptait pas comme ça à Paris, il fallait aller en province. J'ai arrivé à Paris, je ne pouvais pas. Pendant 3 années, il fallait passer des épreuves, etc. J'avais un peu d'argent, parce que j'étais dans l'enseignement. J'ai rencontré 5 Guadeloupéens qui étaient dans l'automobile. J'ai eu à connaître ce qu'on appelle Efficace Auto. Oui. Efficace Auto, c'est celui qui a acheté la voie verte, là, le gars, hein. C'est un juif. Hein. Il a acheté l'ensemble. Quand on s'est rencontrés à Bonneuil, j'étais dans le domaine, on achetait des véhicules. Efficace Auto, c'était plus grand que Renault, que Peugeot, hein, Guadeloupe. Hein. C'était un gros truc. On achetait des véhicules. Bon, voilà. Il nous a dit, les gars, écoutez, il y a des opportunités chez vous. Installez-vous là-bas. Je vous envoie des véhicules. Je vous envoie des pièces. Il a dit ça à 2 Guadeloupéens. Nous étions 3 Guadeloupéens. Il y avait 2 Martiniquais. Il a dit, faites Martinique. Et il y avait un Malien. Un qu'on appelait Dieu, qui était africain, malien. On nous a dit, bon voilà, on va faire ça. Nous sommes réunis, moi je n'étais pas encore j'avais assisté mes études. Bon, on s'est mis ensemble, ok, on n'arrivait pas à s'entendre. Sur les stratégies de pénétration, il y a des divergences, à tel point où, à un moment donné, 3 ans arrivés, j'ai dit, bon écoutez les gars, moi je laisse ça, j'ai eu mal, parce que j'avais l'habitude de l'argent. Voyez-vous, vous circulez, vous étiez habitué à ça. Parce que l'automobile, c'était rien par rapport. La Guadeloupe ne rivalisait, il n'avait rien à voir avec ce qui existait en France en matière d'affaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le marché de l'automobile, dans le secteur où je parle, s'est trouvé vraiment fermé, il a vu que le marché fermait, ce bonhomme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'on n'a pas pu réussir en Guadeloupe, il s'est installé en Guadeloupe, lui. Et il s'est installé avec Efficace Auto. Après, c'est diversifié. Quand vous regardez Bonheur, vous regardez un service plus de l'automobile, c'est lui. Il est ici, lui, à Martinique. Et ils sont 2, ils se sont installés. Ils ont voulu nous accompagner pour réussir. On n'a pas pu réussir parce que nous avions des divergences entre nous, les Guadeloupéens. Moi, j'ai quitté, j'ai continué mon chemin. Et puis, lui, il est venu. Paf, le gars s'est installé du côté de Louzache. Au départ, après, il a acheté ailleurs. Et regardez, qu'est-ce qu'il était au départ? Il est plus jeune que moi. Il était seulement un expert automobile en France, en métropole. Un expert automobile qui a laissé l'expertise, qui s'est installé dans les affaires, et le bonhomme, il rayonne à la périphérie. Cette histoire-là, je connais. J'ai vu ça. Ça m'a beaucoup affecté de voir ça. De voir comment, peut-être sur le plan de l'esprit, j'étais beaucoup plus éclairé, parce qu'il avait beaucoup de respect pour moi. Il avait confiance puisqu'on discutait beaucoup. Il me faisait beaucoup. On avait une manière de travailler, des facilités de paiement qui me faisait à l'époque, quand on achetait des lots de véhicules, c'est qu'il avait confiance, il me faisait confiance. Mais quand il a été question de réussir quelque chose dans mon département, dans mon pays, entre nous, nous n'avons pas pu faire ça. Et lui, il a réussi. Parce que regardez, toute la voie verte que vous voyez, ça lui appartient. C'est le procès. Donc voilà un exemple que je veux. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que je peux citer. Rabaille, ouais.
Oui, on va retrouver un climat un petit peu plus apaisé, parce qu'on arrive à la fin. La jeunesse, on parle de... On parlait de la jeunesse. Effectivement, on a besoin de... Il y a des problèmes en Guadeloupe qu'on doit régler, notamment le problème de la jeunesse, mais il y a plusieurs jeunesses, et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a plusieurs jeunesses. Il y a des jeunes qui réussissent, qui ont fait des études, qui œuvrent, qui ont envie, qui se dévouent pour trouver un travail, que ce soit ici ou ailleurs. Il y a d'autres qui galèrent, qui a l'envie, et c'est ça la majorité, ces deux parties-là, la majorité. Et il y a une autre partie qui sont peut-être moins instruits, qui n'ont pas eu de formation, qui ont laissé l'école pour diverses raisons, hein, et qui n'ont pas eu cette formation, et qu'on a trouvé souvent sous les barrages. Ce sont ces jeunes-là, et il y avait aussi de jeunes diplômés, il y a de jeunes diplômés aussi, mais tous ces jeunes-là, nous sommes dans un système... Ce sont des jeunes qui, quand même, quelque part, ce n'est pas la solution, parce que les jeunes ont besoin de travailler. Qu'ils soient formés ou pas formés, ils ont besoin de travailler. Mais ce sont des jeunes qui perçoivent de l'argent, et c'est là que je crois que tout le monde serait d'accord sur la question, qui sont RSA ou je ne sais trop quoi, mais tous ces jeunes-là sont payés, mais ce n'est pas ça la solution. La preuve, il y a eu cette explosion-là dans tous les quartiers de la Guadeloupe. Hein, dans le fond fait campagne de la Guadeloupe, on a eu ces jeunes qui perçoivent de l'argent de l'État, de l'argent des contribuables, mais ce n'est pas ça la solution. Il faut donner du travail aux gens. Et pour donner du travail aux gens, il faut trouver des solutions. Par exemple, on peut donner, au lieu de donner, il y en a qui veulent faire de l'agriculture, mettre celui-là avec un agriculteur, l'autre avec je sais pas moi, dans le domaine de l'informatique, celui-là. Et au lieu de payer les gens à ne rien faire, mais qu'ils soient occupés dans une entreprise avec quelqu'un, avec un formateur pour... Un tuteur pour se former. Ce n'est pas la peine de donner de l'argent et laisser les gens à la maison. On voit ce qu'on a connu dans toutes les campagnes, le feu, des bagarres, des barrages. Ce n'est pas ça la solution. Et nos politiques aussi ont défendu cette solution-là. Il faut arrêter que les politiciens défendent la solution. Certes, ne pas laisser les gens sur le côté de la route, mais trouver une occupation à donner aux gens pour qu'ils leur permettent de trouver un tuteur pour travailler, et même si c'est l'État qui paye. Je dirais aussi... nous sommes dans un genre de carrefour, mais c'est depuis l'année 90. Hein. Et ce sont les mêmes choses qui reviennent. Et on a dit, je l'ai dit tout à l'heure là, il faut arrêter ce logiciel-là, que ce soit au niveau des syndicats que des élus, arrêtez ça. Ça ne marche pas, il faut trouver autre chose. Et je dirais, pour trouver le bon chemin, et je terminerai dessus, pour trouver le bon chemin, quel exemple suivre, comment faire. Alors je vais prendre un exemple. Vous avez un enfant à baptiser. Vous êtes père, vous êtes mère, l'enfant a 1 an, a 2 ans, et on a besoin de parrains, de marraines pour encadrer l'enfant plus tard. Pour que l'enfant puisse prendre un exemple sur ses parents, sur parrains, sur marraines. Je dirais, c'est peut-être un petit peu... Enfin bref, vous allez prendre comme vous voulez. Vous avez deux côtés, parrain, marraine. Vous avez M. Vial-Collet d'un côté et Mme Pierrot, l'ex-préfète de la Guadeloupe, de l'autre. Pareil, marraine. De l'autre côté, vous avez M. Clavier et vous avez Mme M. Toumou. Faites votre choix. Mon choix est fait. Alors, deux mots. Le mien, c'est fait aussi. Alors, à l'époque, le problème On termine rapidement. Oui, Raymond, à l'époque, effectivement, il y avait des carrefours. Maintenant, il n'y a que des ronds-points, des sens giratoires. C'est-à-dire qu'on tourne en rond. Parce qu'éventuellement, dans un carrefour, il y avait des voies. Mais là, on tourne en rond. Alors, juste un truc que je vais dire pour répondre un peu à ce que tu disais par rapport à la jeunesse. Et pour poser le problème au niveau politique. Le politique n'a pas à donner. Le politique n'a pas à donner. On n'attend pas de lui plus de choses que quoi que ce soit. La situation, elle est réelle, on la connaît. Bon, depuis longtemps, les années 56, il y a deux personnes que j'aime bien, Le Bret et Xondi, qui ont écrit sur le développement harmonisé. Dans un petit pays comme la Guadeloupe, on est condamné à faire un développement harmonisé. Ça veut dire qu'effectivement, il sera pas... le problème, c'est qu'il faut que les inégalités, parce qu'il y aura toujours des inégalités par rapport à la jeunesse, par rapport à l'intention, par rapport à la capacité d'agir, l'argent et tout. Il faut que ces inégalités soient, disent-ils, humainement supportables. Soutenables. Et ce n'est pas le cas. Et ce que le politique a à faire, c'est de développer des pistes qui donnent de l'espérance et de l'espoir aux gens, mais c'est aux gens de s'engager.
Très bien. Ainsi... Monsieur Mandré, monsieur. Au baptême que me propose de venir Raymond, je lui dirai que personnellement là-dessus, je prendrai les deux. D'accord. Parce que je suis pour une Guadeloupe unitaire. Je connaissais Manche-Tout, pas de Guadeloupe, mais en radio, pour m'enlever tout le monde. Et la Guadeloupe a besoin de tous ses enfants. Merci. Ayons confiance dans les Passez une excellente journée et à dimanche. C'est très écuménique. Merci de nous avoir suivis. Mon père, mon frère.